J'ai toujours cru en la force incroyable des femmes, et je suis sûre que si toutes les femmes pouvaient se rencontrer, alors elles prendraient conscience de la puissance qu'elles portent en elles et découvriraient le pouvoir immense qu'elles ont de faire bouger les lignes. Je vous propose donc de nous rencontrer ici, et je vous souhaite la bienvenue dans Ophélie et vous, le podcast qui met en lumière la parole des femmes, sans filtre et sans tabou. Je m'appelle Ophélie, je suis maman de 3 enfants et votre hôte. J'adore parler, mais surtout écouter et découvrir vos histoires. Dans cette première saison, nous parlerons de l'ambivalence qui nous traverse souvent quand on devient mère. Nous parlerons de toutes celles qui jonglent entre la maternité et leur carrière. Nous parlerons du ressenti profond de chacune d'entre elles, de réussite, de doutes, de regrets, de petits et grands moments qui font le quotidien des mères d'aujourd'hui. Alors maintenant, installez-vous bien confortablement et place à ce nouvel épisode. Et donc c'est arrivé tard, je me suis permis tard de faire ce que j'aime, bien que j'ai fait de l'expertise pendant 20 ans. Ah ouais. Donc je suis rentrée chez les gens pendant 20 ans. Ok. Voilà. On va parler de tout ça. Bonjour Élise, je te redis bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de parentalité et bien évidemment reconversion professionnelle, comme vous savez que j'aime aborder ce sujet dans ce podcast. Et on va parler aussi enfant atypique, comme tu aimes le dire. Je reprends ton vocabulaire. Hein. C'est toi qui m'as toujours présenté ton fils comme ça. J'aimerais bien approfondir ce sujet-là aussi parce qu'il y a des parents qui s'en sentiront certainement très concernés aussi par ce sujet. Comment est-ce que tu as abordé le côté atypique de ton enfant? Je sais aussi que du coup vous avez déménagé, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Oui. Je sais que tu t'es bien battue et que tu te bats encore pour la reconnaissance de ton enfant ou la non-reconnaissance. Oui. C'est là aussi qu'on va aborder parce que la barrière est assez fine. Voilà, ça te va comme petit programme? Très bien. Ouais. Très Super. bien, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer, s'il te plaît, par te présenter? Alors, pour la petite histoire, j'ai demandé ça tout à l'heure à Alice, elle m'a dit « En fait, je ne sais pas comment me présenter. » Donc, est-ce que tu peux te présenter comme tu l'entends, comme tu le souhaites? Est-ce que tu as envie qu'on sache de toi? Oui, j'ai une vie un peu atypique parce que quand on me demande d'où je viens, en fait, j'ai pas vraiment de racines, même si je suis née à un endroit, j'ai habité 10 ans dans le Limousin. Ensuite, j'ai passé 25 ans de ma vie à Paris, mais je ne suis pas parisienne, je ne suis pas née à Paris. La vie à Paris m'a beaucoup plu, j'ai travaillé 25 ans dans l'expertise immobilière. Et puis un jour, le Feng Shui est venu à moi un peu comme une évidence. Ça faisait très longtemps qu'on me disait donc, que mon intérieur était chouette, etc. Et quand je suis rentrée chez les gens pendant 20 ans, tu vois, déjà, je suis plus à la présentation, là. Je suis déjà partie dans mon blabla. Mais parce que c'est ce qui te définit aujourd'hui? Oui, c'est ce qui me définit aujourd'hui. Donc, quand je suis rentrée chez les gens, je faisais beaucoup de divorces et d'indivisions. Je les ai vus très malheureux chez eux. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour leur faire du bien. Parce que leur intérieur, c'est quand même leur première source de bien-être. Si on n'est pas bien chez soi, où est-ce qu'on est bien, en fait? Donc, du coup, tu as fait cette reconversion. Donc, j'ai fait cette reconversion. Aujourd'hui, comment est-ce que tu définis ton activité? Comment je définis mon activité? En fait, elle a été aussi... mon fils m'a aidée à faire cette reconversion. Parce que à Paris, ça a été compliqué dès que je l'ai mis dans la scolarité normale. Et du coup, j'étais plus vraiment apte à avoir un travail de salarié 100%, plus les soucis qui allaient avec mon fils. Donc, et en même temps, il fallait que je pense à moi. Ok. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tu te définirais quoi? Tu te définirais comme coach en intérieur Feng Shui, comme... Oui, en fait, j'analyse les énergies de l'habitat pour que les gens s'y sentent bien. Et en même temps, je fais aussi du home organizing, c'est-à-dire que je mets à la conscience des gens que dans leur intérieur, il leur faut que des choses qui leur fassent du bien. S'entourer d'objets qui leur fassent du bien. Essayer d'alléger les dressings, etc. Ok, donc vraiment, maintenant, tu es à 100% dans cette activité. Tout à fait. Tu as un garçon? J'ai un garçon. Qui s'appelle? Édouard. Qui a quel âge? 8 ans. 8 ans. Tu habites du coup dans le sud de la France? J'ai déménagé donc il y a 1 an, Grand Paris. J'ai tout lâché à Paris pour venir un petit peu. Y a beaucoup de gens qui disent mon rêve c'est d'habiter sur la Côte d'Azur, etc. Peut-être à la retraite. Et moi j'ai dit non, je vais pas attendre la retraite. Je vais le faire maintenant. Et oui.
Et oui, parce qu'on n'a qu'une vie. Donc fraîchement arrivé sur la Côte d'Azur. Oui, j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que j'ai trouvé un emploi dans la semaine en gros où j'ai décidé de partir sur la Côte d'Azur. Donc en fait, j'ai repris un poste de salarié pendant uniquement 3 mois. Mais c'est en fait, ça a été l'impulsion pour descendre dans le sud. Ouais. Ok. Au niveau de toi, de ta vision de ta vie professionnelle, quand tu étais petite, quels étaient tes modèles féminins autour de toi, ta maman, tes tantes, tes cousins, cousines ou des femmes que tu admirais? Est-ce que tu avais plutôt des femmes au foyer qui travaillaient? Quel modèle tu as eu de ce côté-là? J'ai eu des modèles de femmes fortes. Alors pas ma mère, désolée, hein, mais ma mère a jamais été en forme. Ouais. Par contre, j'ai eu ma grand-mère qui a toujours travaillé énormément, donc elle était cultivatrice. Et ma grande-tante aussi qui m'aimait sans mesure, quoi. C'était j'avais beaucoup d'amour de ce côté-là, et ma grand-mère qui était pas trop là-dedans, mais qui par contre était dans la nourriture, le bien-être par la nourriture. Okay. Donc elle avait un potager, tous les fruits et légumes cultivables, on les avait dans le jardin. Donc j'ai baigné quand même là-dedans. Je pense que c'est une base en fait énergétique pour se sentir bien toute sa journée, de bien se nourrir. Quand tu étais jeune, tu rêvais de faire quoi comme métier? T'avais un rêve ou pas? Non, pas quand vraiment. Quand t'étais petite? Non, j'étais adolescente un peu insouciante et en même temps j'étais en pension à l'âge de 11 ans. Okay. Donc chez les bonnes sœurs. Donc strict. Donc oui, ça nous empêche un petit peu de penser par nous-mêmes. On est vraiment dans un cadre très strict parce que j'avais des bonnes sœurs qui me faisaient les cours en fait. Donc à l'ancienne. Ça a plutôt été une bonne période ou des bons souvenirs ou... Parce que je trouve qu'il y a les deux discours. Il y en a qui adorent leurs années pension et qui ont trouvé ça exceptionnel. Il y en a d'autres pour qui le cadre très strict a été un trauma. Il y a un peu des deux discours. Ça a été quoi dans ton cas? Non, ça a été dur au départ. Et puis après je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. Donc on transgressait un peu les règles. On a fait des bêtises que d'autres osaient pas faire, le mur, etc. Donc en plus moi j'ai l'allure d'une jeune fille à qui on donne le bon Dieu sans confession justement. Et on me mettait toujours à côté des caïds, etc. Sans imaginer que derrière je pouvais faire les mêmes bêtises que en fait. Ah oui. T'étais sous couvert. Sans aller non plus dans des grosses bêtises, quoi. Ouais. Donc, du coup, plutôt des années qui ont été difficiles au début, mais dont tu as quand même des bons souvenirs. Oui, parce que j'étais jeune quand même. Partir en fin de 6e, 11 ans en pension, c'est un peu dur en fait d'être coupé. C'était un choix de tes parents? Oui. Tu étais seule? Tu avais des frères et sœurs? J'ai un frère. Qui était en pension aussi? Alors non, justement, il a été en pension, mais beaucoup plus tard. Il était très protégé par ma mère. Et moi, on a toujours dit de moi, elle va se débrouiller, elle est très indépendante, elle est très, très solide, donc voilà. Donc c'est elle qu'on va envoyer en pension? C'est elle qu'on va envoyer en pension, oui. Oui, donc tu as quand même eu aussi un peu cette déficience affective, d'avoir l'impression qu'il n'y avait que toi qu'on envoyait en pension? Oui, un peu. Ouais. Oui, alors après, je ne vais pas rentrer dans les schémas transgénérationnels, etc. Oui. Parce que j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. J'en veux pas du tout à mes parents. Vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ça a été un long travail? Oui. Oui, ça a été long. Ouais. Étudiante, tu as fait des études? Oui, j'ai fait des études d'immobilier. Alors, j'ai commencé avec la fac de droit. Ouais. T'étais plutôt bonne élève, pas trop? Plutôt scolaire? Correct, sans plus. Je me contentais de ce qu'il fallait pour passer, pour avoir ce qu'il faut. Donc j'ai fait des études de droit à la fac de Limoges. Et puis à mi-parcours, enfin j'étais encore dans ma première année, j'ai une fille qui me parle d'une école d'immobilier à Paris. Et pour moi, Paris, en fait, c'était un peu le rêve. Ouais. La liberté. Et j'ai eu mon appartement quand même à 17 ans. Hein. Mon premier appartement toute seule à 17 ans. Donc tu étais émancipée ou tu as eu le droit de l'avoir ou tu l'as pris comme ça? Non, mon père m'a changé de
alors m'a changé de pension en seconde et m'a donc permis d'avoir un appartement à partir de la première. Ok. Il m'a payé un appartement. J'étais dans ce qu'on appelle boîte à bac. Je connais pas. Boîte à bac, c'est-à-dire un établissement assez strict, privé. Ok. Mais avec cette forme de liberté que j'ai respectée. J'ai pas fait n'importe quoi, mais voilà. Ça a commencé comme ça, en fait, la déco aussi. Ouais. Parce que j'ai monté mon petit intérieur comme je l'aimais, et c'est là que les étudiants venaient chez moi, que mes amis appréciaient d'être chez moi, etc. Ah, incroyable. Voilà. Donc tu passes ton bac, tu fais des études de droit à Paris ? Je fais des études de droit à Limoges. J'ai une amie qui me parle d'une école d'immobilier qu'elle a envie de partir faire à Paris. Ah oui, pardon, tu as passé ton bac à Limoges et ensuite tu es venue faire tes études à Paris, c'est ça ? Voilà. Et là, je dis, tiens, mon père était dans l'immobilier. Donc, ah oui ? Ouais. Donc, j'ai un peu sapé la fin de la fac. Et je lui ai dit que je voulais partir à Paris faire une école d'immobilier. Il n'a pas trop pu dire non, en fait. Et en étant lui-même dans l'immobilier, il était assez fier, en fait, que je m'y intéresse. Ah ouais. Ouais. Une école, c'est bac plus 2, bac plus 3 ? Alors, j'ai fait 3 années. Et ensuite, j'ai fait une 4e année de spécialisation en alternance. Ok. 2 années. Une année. Non. Attends. Une année, ouais. Ok. Une année en alternance. Et c'était parti. Et t'es rentrée dans la vie active tout de suite derrière ? En alternance, j'étais embauchée dans la société dans laquelle j'étais en alternance. Tu faisais quoi, de la transaction, de l'expertise déjà ? Tu faisais quoi ? Oui, je faisais un métier un peu atypique. En fait, je valorisais des programmes immobiliers pour qu'ils se vendent en bloc. Ok. À cette époque-là, il y avait des gros investisseurs américains qui ont débarqué à Paris, qui achetaient des rues entières d'immeubles pour les revendre, ce qu'on appelle à la découpe. Voilà. Donc ils achetaient des immeubles ou plusieurs immeubles et eux, ils revendaient appartement par appartement. Appartement par appartement pour se faire des grosses marges, en fait. Et Okay. voilà, je m'occupais de ça. Tu as aimé ce métier ? Au début, j'étais un peu la tête dans le guidon. Et j'ai cherché en fait quelque chose où je pouvais aussi être à l'extérieur et pas tout le temps être plantée derrière un bureau. Donc il y a un poste qui s'est libéré. Au départ, c'était de l'expertise, mais un peu derrière les bureaux pour des promoteurs. Donc on analysait des grilles et on mettait les prix sur les grilles. Et ensuite, j'ai été embauchée dans une banque. J'ai changé de société. Une banque qui faisait de l'expertise immobilière, la BNP. Voilà, et donc c'était parti. J'ai fait presque 10 ans à la BNP et ensuite 10 ans à la Chambre des notaires de Paris. Donc voilà. Tu savais... Tu as toujours voulu des enfants ? Tu savais que tu voulais des enfants ? Oui, quand j'étais en pension, les copines me disaient, de toute façon, toi, t'es la fille parfaite, t'auras des enfants en premier, tu seras mariée en premier, etc. Et alors que j'ai eu mon fils tard. Plutôt tard par rapport à tes copines ? Oui. Comment s'est passée la rencontre avec le papa de ton fils ? Tu l'as rencontré tard aussi ? Je le connaissais. En fait, il était marié. Et je le connaissais par mon ancien petit copain. Et quand il a décidé de divorcer, moi j'étais séparée de mon copain et simplement il est venu. Au début, il n'osait pas m'avouer puisqu'on se connaissait depuis un moment et qu'on avait eu des discussions d'amis, etc. Sans qu'on imagine qu'il puisse se passer quoi que ce soit. Et puis un jour, il a lâché le morceau, il a dit. Et j'étais surprise et j'ai dit non au départ. En fait, je voulais pas. Je vais pas raconter tout le contexte personnel parce que c'est un peu complexe notre histoire. Je voulais pas trop parce que ça pouvait me causer quelques problèmes étant donné que je le connaissais avant, marié, je connaissais son ex-femme, etc. C'était vraiment une situation embêtante. Et puis il m'a eu à la longue un peu par son charme, par sa consistance, par sa persévérance plutôt. Voilà. Tu avais quel âge quand tu t'es mis en couple avec lui ? Je crois que j'avais 35 ans. Et t'arrivais assez vite la discussion d'avoir un enfant entre vous ou pas du tout ?
Ah oui, oui. Même avant de se mettre en couple, je lui ai dit, moi, tu sais, mon âge, maintenant, il avait deux enfants de son premier mariage. Je lui ai dit, moi, je veux un enfant. Donc, est-ce que tu es capable est-ce que tu en veux encore d'autres si on peut en avoir un Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, donc je pense aussi que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que. Un des éléments déclencheurs qui a fait que je me suis mis en couple avec lui. Édouard est arrivé, tu avais quel âge? Il avait 37 ans. Donc 2 ans après que vous soyez mis ensemble? Oui, 2 ans après. Donc là, professionnellement, t'en étais où à l'arrivée d'Édouard? Tu étais dans quelle société? J'étais à la Chambre des notaires de Paris, expertise immobilière, pour des particuliers principalement. T'as eu une belle ascension, belle carrière, hein? Oui, 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 je suis allée vraiment au poste qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le plus humain. Et aussi le mieux rémunéré, parce que plus je travaillais, plus je gagnais. T'étais payée à la commission? J'étais payée à la commission, ouais. Donc t'étais en freelance avec eux ou t'étais embauchée par eux? Non, j'étais embauchée en CDI, mais c'était un drôle de système de rémunération. Plus je travaillais, plus je gagnais. Plus je faisais d'expertise, plus je gagnais. T'étais plutôt dans une dynamique, oui, je veux travailler plus pour gagner plus et je veux... T'étais plutôt carriériste, plutôt entre les deux. Quel était ton état d'esprit par rapport à ton travail? Oui, c'est ça. Il y a une période carriériste avant mon fils, un petit peu. Bien sûr, parce que les salaires pouvaient atteindre des niveaux très importants. Et puis ensuite, quand il y a eu mon fils, ça a complètement changé. Puis j'ai eu comment dire, plein de prises de conscience en fait autour de ça. C'est intéressant. Je me suis détachée de l'argent et je suis revenue plutôt au côté humain de mon métier. Ok. Donc par rapport aux personnes à qui tu allais faire des expertises... Oui. Oui, j'étais de plus en plus... En fait, j'ai réglé beaucoup de choses dans ma vie avant d'avoir mon fils. S'agissant de mes parents, de la manière dont j'ai été élevée, etc. Et aussi, j'ai changé de prénom à l'âge de 35 ans, justement. Ah bon? Oui. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est intéressant, ça. Tu peux nous raconter quel chemin tu as voulu faire par rapport à tes parents, te détacher d'une présence trop importante, d'une toxicité Toxicité, oui, c'est ça. Bon, pour tout avouer, j'ai une maman profondément dépressive, hein. Elle n'est pas au fin fond de son canapé, mais ça va jamais, rien ne va. Ma grand-mère aussi, qui m'a élevée, qui était adorable, mais elle voit toujours le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc en fait, il y a plein de choses que j'ai vécues que je trouvais injustes et dures. Et un jour, j'ai réuni mes parents, je leur ai fait un peu tous les reproches que j'avais à leur faire. Et ça a débloqué plein de choses dans ma tête. Comment ils ont réagi? Ils ont réagi, ma mère pas très bien, forcément, et puis mon père, c'est la première fois que je l'ai vu comprendre la douleur que j'avais eue à certains moments. Donc, de toute façon, il l'aurait pris bien ou mal. Je crois que c'est vraiment très important de sortir ce qu'on a à sortir. Si c'est chez un psy, si c'est devant eux, si c'est... Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. D'autres, ils font des psychanalyses pendant 10 ans, d'autres des thérapies brèves. C'est arrivé comme ça et du coup, ça a changé beaucoup de choses après, derrière. Tu ressentais que tu avais besoin de régler ça pour avoir une maternité? Oui, parce que ma mère m'a souvent dit peut-être tu ne seras pas capable d'avoir un enfant. Ma mère et ma grand-mère, hein, tu ne seras pas capable, c'est dur. Voilà, renonce quoi en gros. Et oui, je crois que ça a vraiment débloqué. En fait, ça a coupé des liens toxiques entre nous. J'ai toujours voulu sauver ma mère de sa dépression. Donc j'ai tout fait pour l'aider, pour discuter avec elle. En fait, on ne peut se sortir que soi-même de ses problèmes, que si on le décide. C'est sûr que c'est un vrai travail. On a déjà la prise de conscience de quand on pense par nous-mêmes et qu'on se rend compte que notre schéma parental est peut-être pas forcément adapté à nous. Ouais. C'est vrai, hein, il y a un moment, je trouve, où on commence à... ou qu'il est très adapté, ou qu'il y a peut-être... Des fois, il y a peut-être juste des ajustements par rapport à notre propre vie. Mais il y a quand même un âge où on passe un peu de l'autre côté de la barrière et on essaie de voir avec du recul
Est-ce que leur vie à eux, ce qu'ils nous ont inculqué est vraiment ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre de ça, d'enlever, de changer, C'est exactement ça. Et donc c'est le travail que tu as fait? C'est le travail que j'ai fait, ouais. Que tu as voulu faire viscéralement avant d'être maman? Voilà. T'avais l'impression que tu serais une mauvaise mère si t'avais pas fait ce travail-là? Pourquoi t'en avais besoin? Qu'est-ce qui t'a pris aux tripes? Je sentais que j'étais pas moi-même. En fait, ça m'a amenée à être de plus en plus moi-même. M'accepter comme j'étais. Parce que tu vois, le fait de changer de prénom, par exemple, tu aurais jamais cru avant que j'étais un garçon manqué, que je montais dans les arbres, que mes meilleurs amis, c'était plus les garçons que les filles. En fait, en changeant de prénom, toute ma féminité a explosé et je suis devenue beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie, voilà, beaucoup plus féminine. Pourquoi tu as voulu changer de prénom? Tu n'aimais pas ton prénom? J'avais un prénom mixte et en fait, en France, moi j'étais confrontée à systématiquement, j'étais un homme pour l'administration, on m'appelait monsieur. Ah bon? Ouais, un prénom mixte, l'homme a plus de poids que la femme. Je sais pas pour quelle raison, mais tu t'appelles Pascal, Dominique, Claude, on pense à un homme et pas à une femme. Et ça te blessait? Oui. Ou ça te mettait dans un rôle que tu n'avais pas envie d'avoir? Toute ma vie, j'ai un peu lutté contre ça. Parce que déjà les moqueries quand t'es enfant. À ce point-là? Ça arrive, oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de prénoms maintenant mixtes, des Raphaël, des Gabriel, des... Oui, alors c'est plus chantant que... Bon, alors moi c'est plus chantant que Claude, Pascal ou... Ouais. Voilà, mon prénom c'était Frédéric, donc c'est pas non plus... Ouais. Oh, ouais, d'accord. Terrible, mais c'est un prénom des années 80 d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait plus de garçons qui s'appelaient Frédéric que de femmes. Voilà, tu vois? Dans des générations où on avait moins de fantaisie dans les prénoms que que la génération de nos enfants, où on a un peu... Et moi, la première, mes enfants ont des prénoms très atypiques. Donc, mais c'est vrai que peut-être que ces générations-là, il y avait moins de choses atypiques. On rentrait plus dans le moule, quoi. C'est ça, exactement. On avait 3 Cédric dans la classe, 4 Nicolas. C'est ça, exactement. 2 Sophie, 3 Nathalie. Ok. Oui, donc tu avais ce côté-là où tu as eu besoin de changer de prénom. Ça a été lourd comme... Ça m'intéresse, ça a été lourd comme... Alors, j'ai eu des magnifiques cadeaux, en fait, en changeant de prénom. Ah bon? Ouais, parce qu'à l'époque, il fallait, entre guillemets, passer un dossier devant le juge, prendre un avocat. Donc, j'ai pris une petite avocate qui faisait ça. Et j'ai eu des témoignages. Et j'ai eu des magnifiques témoignages de mon père, de mon frère, de mes amis, pour m'aider à changer de ce prénom et qui m'ont vraiment profondément touchée. Ils l'ont pas mal pris, tes parents, que tu veuilles changer le prénom qu'ils t'avaient donné? Alors, j'ai pris mon deuxième prénom, quand même. C'était plus facile, du coup, à faire accepter par l'administration ou pas? Non, parce qu'au départ, j'avais choisi un autre prénom. Ok. J'étais vraiment un peu en opposition au départ. Et puis après, j'ai discuté avec une copine. J'avais 3 prénoms. Et je lui donne mes 2 autres prénoms. Elle me dit, mais le deuxième te va bien. Et j'ai passé une nuit là-dessus. Et le lendemain, je me suis réveillée comme si c'était une évidence. Mais bien sûr, c'est celui-là. Et en fait, il s'avère qu'il venait de mon père, ce prénom. Et qu'il y avait une jolie histoire derrière, qui était celle de sa première amoureuse qui jouait la lettre à Élise. Ah, voilà. Au piano. Ouais. Donc j'ai choisi ce prénom. Je pense qu'il était touché. Voilà. Ça n'a pas été facile parce que quand on t'appelle 35 ans par un prénom... Alors oui, du coup, donc tu passes devant un juge qui accepte ou non que tu changes de prénom, donc tu dois témoigner de pourquoi tu veux changer de prénom, j'imagine. Oui. Il faut que ce soit une cause valable? Oui, à l'époque, il faut que ce soit valable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, apparemment. La procédure est plus simple. Tu donnais quoi comme argument? Que tu n'aimais pas le côté mixte? Le côté mixte, quelques moqueries, le fait que ce que j'ai compris, c'est qu'un prénom, ça nous colle une identité, en fait, vraiment. Il y a des prénoms durs, il y a des prénoms doux, il y a des prénoms... ça nous colle tout de suite une identité. Voilà, donc ça n'a pas été si compliqué. Hein. C'est un petit dossier qu'on fait avec des lettres de motivation. Et voilà, en quelques mois,
c'est accepté. Mais alors, au bout de combien de temps tu te retournes quand on t'appelle Élise et pas Frédéric? Ça a dû mettre du temps, ça, non? Au début, tu te reconnaissais tout de suite? Non, au début, c'est vrai que c'est assez étrange. Au début, on essaye de se le coller, de se coller ce prénom à la peau, mais... Parce qu'en plus, tu dois dire à tout le monde, arrêtez de m'appeler Frédéric, Ouais. appelez-moi Élise. Ouais. Eh ouais, tu avais quel âge quand t'as changé de prénom? 35, oui. 36 ans, juste avant d'avoir mon fils, en fait. J'ai Ah voulu ouais. vraiment que le cachet soit posé avant que j'ai mon fils. Donc, son papa était un peu aussi déboussolé, bien sûr. Il avait connu... Frédéric. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et mais voilà, ça, petit à petit, c'est rentré dans le... Sans violence, sans altercation, sans problème, c'est rentré petit à petit parce que les gens se reprenaient. Ils ont accepté gentiment et voilà, et mes amis ont compris, hein, bien sûr, ce qui se passait. Donc tu tombes enceinte d'Édouard, après ce changement de prénom, après ce travail que tu fais toi par rapport à ton passé, histoire, ou en tout cas à ta famille. Ça a été compliqué d'avoir Édouard? Ça a été plutôt simple? Non, ça a été simple et un peu surprenant. Pourquoi? J'avais arrêté la pilule depuis un moment parce que j'en avais marre de la contraception. Je voulais plus rien me mettre de chimique dans le corps, voilà. Et je calculais, en fait, les ovulations. Ouais, on l'a tout fait. Voilà. Sauf que j'ai mal calculé. Voilà, il y a eu un problème calcul, ok. Et je suis tombée enceinte, comme ça, assez facilement. Le bonheur quand t'as su ça? La surprise? La surprise, ouais. La surprise immense. Et on est tout de suite pris de court, en fait. Quand ça arrive le premier, je pense que c'est... comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? T'as eu peur? Après, t'avais quand même, du coup, de ce que tu me dis, une mère et une grand-mère qui, en plus, t'ont quand même beaucoup dit c'est dur, t'y arriveras pas. T'avais quand même ce biais-là qui faisait que certainement t'as eu beaucoup plus d'appréhension que quelqu'un pour qui la maternité est assez normale dans sa famille. Ouais. Mais comme quoi, c'est important, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question en début de podcast, de savoir quel modèle on a eu féminin, parce que je pense que alors, souvent aussi, on a des modèles féminins où on se dit, en fait, j'ai pas du tout envie d'être comme ça, et du coup, on va faire l'inverse. Ou au contraire, on a des fois des modèles féminins qu'on va suivre. Mais je trouve que ça drive quand même pas mal qui on est, en tout cas au début. Après, on est capable de faire un travail sur soi et d'avancer. Mais au début, quand on est étudiant, qu'on nous demande de savoir ce qu'on veut faire à 18 ans, souvent, on est drivé par sa propre famille. Je crois qu'il y a une étude qui disait qu'un enfant connaît 10 métiers, à peu près. En fait, on connaît les métiers qui sont autour de nous, des gens qu'on fréquente, de notre famille, des amis de la famille. C'est ça. Ça peut être plus, mais il me semble que la moyenne, c'est 10 métiers. Mais du coup, tu penses que ça a certainement donné une grosse appréhension dans ta maternité, qu'on t'ait répété en tout cas que ça allait être dur. Oui, je manquais de confiance en moi au début, c'est vrai. Tout le monde y va de son petit conseil. Quand il est arrivé, alors l'accouchement a été un peu dur parce que j'ai été voir une sage-femme qui m'avait jamais parlé de césarienne. Et on a voulu me déclencher l'accouchement parce qu'il mettait un peu de temps à arriver. Il n'a pas été très bien déclenché, mon accouchement. Donc en fait, quand j'ai vu, on te met le monitoring, etc., tu as le cœur de l'enfant, ton propre cœur. Et je voyais le cœur de mon fils qui ralentissait à des moments et j'ai eu peur de le perdre, en fait. Ah. J'ai eu peur. Et du coup, j'ai fait un accouchement sous césarienne, en urgence. Code rouge. Voilà. Donc stress. Donc stress, parce énorme. Que du coup, tu ne connaissais pas du tout on ne t'avait pas parlé du processus de la césarienne. Non. T'as réussi à avoir une rachie ou t'as été en anesthésie générale? Ah non, j'ai eu une rachie, ouais. C'est ça. Donc césarienne, franchement, je ne m'y attendais pas. Ouais. Voilà. Ça m'a beaucoup fatiguée. Je suis restée un petit peu de temps à l'hôpital, j'ai eu quelques complications, voilà. Ah oui. Mais voilà, lui, il était là et je crois que ça fait tout oublier, en fait. Ouais. Il était là, en pleine santé, superbe, évidemment. Lui, il est sorti ah ben oui, du coup, en césarienne, en général, ils sont beaux quand ils sortent. Ouais. Et voilà, et on devient maman, ça s'apprend pas, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Non, tout à fait. Ça ne s'apprend pas et ça... Mais à la fois, c'est pas forcément tout le temps inné.
Il y a des sentiments qui sont innés, d'autres... Oui, c'est vrai. Je pense que ça dépend des mamans, de l'histoire, de plein de choses. Ouais. Mais oui, on découvre son enfant, en fait. Hein. Ouais. Comme on découvre, je trouve quand c'est le premier, on découvre notre mari en tant que père. On le découvre dans un nouveau rôle, je trouve. Alors, toi, il avait déjà des enfants, donc il avait déjà vu interagir en tant que père. Oui. Mais on découvre quand même, parce que même le lien se crée quand ils naissent avec le papa. Oui. Alors, il y a des papas qui sont très impliqués dans les grossesses. Mais en règle générale, ils le voient à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'ils ont un peu la découverte de cet enfant. Je trouve qu'on les voit se développer avec leur enfant, on voit développer des liens avec l'enfant, c'est beau aussi. Oui. Ouais. Moi, j'étais submergée par une vague d'amour et de tendresse pour mon fils. Et en même temps, j'avais peur de le casser, j'avais peur au début, il fallait le laver, le manipuler. J'avais l'impression qu'il était fragile, très fragile. Et en fait, on apprend pas tant que ça au début. Comment ça a été pris dans ta grossesse au niveau professionnel ? Plutôt bien. Bon, si je peux raconter une anecdote là-dessus, quand j'ai été embauchée, j'ai tombé sur quelqu'un au RH qui était un peu maladroit. Et donc, il a embauché une fille qui avait un peu plus de 30 ans. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et il me dit est-ce que vous voulez des enfants ? Il m'a posé une question comme ça. Et je lui ai dit écoutez, vous êtes là, vous avez une maman. Donc, je lui dis je trouve votre question très déplacée. Donc, je ne répondrai pas, en fait. Hyper déplacée. Il m'a quand même embauchée. Mais quel tacle tu lui as mis, c'est très bien. Oui, alors j'aurais pu ne pas être embauchée, hein, mais je lui dis vous avez une maman, vous êtes là, voilà, comment vous pouvez vous permettre cette question, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai plus vraiment les termes, mais je lui dis un truc un peu, il faudrait que je réfléchisse, j'ai plus le terme. Un truc un peu pas évident. J'aurais pu ne pas être embauchée pour ce que j'avais dit. Ouais. Et puis je suis restée plusieurs années. Ils étaient très contents de mon travail. Voilà, quand je suis tombée enceinte, c'était logique. 37 ans, bon. Oui, mais il y a des entreprises dans lesquelles, surtout quand on a des postes à responsabilité, il y a parfois des entreprises dans lesquelles c'est mal vécu. Toi, en tout cas, ça a été bien accueilli. Oui, pas de problème avec ça. Quand tu es tombée enceinte, tu te disais je veux tout de suite reprendre mon travail, congé maternité, je veux tout de suite reprendre. Est-ce que vous avez déjà fait un plan de ta reprise de travail ? Alors non, ça y est, tout est arrivé à moi. J'ai pris le contre-pied de ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt carriériste, etc. Et quand j'ai eu mon enfant, comme j'ai des parents qui n'étaient pas très présents dans ma vie, papa travaillait beaucoup et maman était pas bien, moi j'ai voulu être là à 100% pour lui. Donc j'ai pris un maximum de... Je sais plus ce qu'il y avait, la sécurité sociale accordait un certain temps pour la maman. Après j'ai joué sur mes économies, mes vacances, etc. J'ai pris quasiment, pas tout à fait une année, mais le maximum de mois que je pouvais... le garder avec moi. Et puis franchement, je trouve que c'est une déchirure de le laisser bébé. Moi, je lui avais trouvé une nounou, heureusement. Mais à la crèche, ça fait presque peur de... Je sais pas, c'est étonnant. Ça fait presque peur de laisser ton bébé à la crèche. Donc, j'avais trouvé une nounou. Bon, au bout d'un an ? Quasiment un an. Je dirais que j'ai laissé à 9 mois, un truc comme ça. Donc, c'était plus confortable. Très bien, il a 8 ans. Et ça devait être à 9 mois. T'étais plus prête, en tout cas. On se sent jamais prête, je crois. Ouais, je sais pas, mais non, franchement, la première fois, tu le laisses et tu pleures. Enfin, moi, je sais pas, mais... Oui. Moi, j'ai pleuré pour les 3. Voilà. Bon. Je l'ai laissé malgré moi. Tu retournes travailler à plein temps ? Oui, plein temps. Et du coup, c'est à ce moment-là que dans ta tête, tu nous disais que tu avais le côté carriériste et que tu as basculé sur le côté humain de ton travail. Exactement. C'est à ce moment-là ? Exactement. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là ? Comment t'en es arrivé à ça ? Je pense que comme j'avais réglé plein de choses dans ma vie, dans ma tête, j'ai commencé à voir le côté humain de mon métier beaucoup plus que le côté financier, c'est-à-dire travailler pour faire des dossiers. J'ai commencé à échanger un petit peu avec les gens que je rencontrais. J'ai des perceptions aussi qui m'arrivaient.
Dans les divorces, les deux étaient là. Il y en a toujours un qui regrette de se séparer de l'autre. Ou... Voilà, je mettais un peu plus de... Ouais, ce côté humain. Du coup, c'est ce qui m'a amenée à changer de métier aussi. C'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire que tu n'étais plus faite pour ça, que tu as envie de faire autre chose? Oui, alors ça a mis un peu plus de temps que ça. Mais il y a un moment, j'étais trop troublée par la peine des gens chez qui j'allais. Ceux qui divorçaient ou les frères et sœurs qui se battaient dans l'indivision. Chez les notaires, hein, on voit aussi des frères et sœurs qui apparaissent comme ça, venus de nulle part. Mmh. J'étais vraiment prise dans des conflits et je voyais trop de malheur et je m'en sentais affectée au bout d'un moment. Et quand je me suis sentie trop affectée, j'ai dit faut que je trouve un métier qui rende les gens heureux. Ah, Voilà, oui, t'en avais... qui leur fasse du bien. Ok, incroyable. Ouais. Tu restes combien de temps après, du coup, dans ce métier? Parce que du coup, tu continues dans ce métier, Édouard, donc tu reprends à 9 mois, 9 mois d'Édouard, d'accord? Oui. Ensuite, lui, il est chez une nounou pendant 3 ans, Oui. jusqu'à la maternelle. C'est ça. Ensuite, il rentre en maternelle. Oui. Ça s'est bien passé, la maternelle? Et alors là, dès la maternelle, tout a changé. Ah oui? Tout a changé, tout a évolué. Là, il commençait à grandir et c'est là qu'on m'a parlé d'atypisme. Ok. On peut rentrer un peu plus dans ce sujet-là? Oui. Donc du coup, chez la nounou, ça se passait plutôt bien? Oui. Il a été... Tant qu'il était dans le cocon, en fait, de la nounou, ça se passait bien? Oui. Ouais, il a une nounou, je crois qu'elle était d'origine marocaine, quelque chose comme ça. Et elle avait 3 filles. Et elle a vu débarquer mon fils. Et là, c'était comme si c'était le 4e. Et c'était fantastique, quoi. Elle était adorable avec lui. Plein d'amour. Ouais. C'est vrai que quand on trouve des bonnes nounous, c'est une bulle, un autre foyer, une jolie bulle, quoi, pour eux. Hein. Ouais. Et donc, entrer en maternelle à 3 ans, c'est là où ça se complique? En fait, j'ai eu une place en crèche au départ. Ça a dû durer 1 année. Mm-hmm. Et déjà en crèche, on m'a dit, hein, votre fils, il y a quelque chose de spécial. Bon, je passe les morsures. Il se faisait mordre ou il mordait? Il y a eu les deux. Ok. Il y a eu les deux parce que pour moi, la morsure, c'est un peu un moyen de défense parce qu'il leur manque de la communication, en fait, quand ils n'ont pas la parole. Donc quand il se fait mordre, c'est pas trop grave, machin, mais quand il mord, il y a un problème. Il a un problème, le petit. Donc c'était même pas que pour ça, mais c'est vrai qu'au début, Édouard, il répondait de manière assez virulente. Donc le problème qu'il décelait, c'est ça, c'est qu'il était plutôt violent dans ses actes. Quand il se défendait, il était plutôt agressif. Il y avait un peu de ça, et il y avait aussi le fait qu'il n'écoutait pas les règles. Il n'écoutait pas... Ouais, il n'écoutait pas les règles. Il n'aimait pas les cadres. Non. J'ai compris vaguement plus tard pourquoi il l'aimait pas et pourquoi ça se passait comme ça. Parce que j'ai été amenée par la suite avec tout ce qui m'est arrivé avec lui, à prendre des cours de parentalité, à vraiment fouiller sur l'éducation des enfants, comment... parce qu'on n'est plus à l'ancienne où on parle plus à table, exécute. Moi, j'ai été élevée un peu comme ça. Hein, tais-toi, énormément de respect pour les parents. Quand on ne te donne pas la parole, tu la prends pas, etc. Non, j'avais un enfant qui était complètement à l'opposé de ça, en fait. À l'opposé de l'éducation que tu avais reçue. Oui. Je pouvais pas reproduire l'éducation que j'avais reçue sur lui. C'était impossible. Et tu voulais la reproduire? Au début, comme tout le monde, puisque c'est le modèle qu'on connaît. Je pense. C'est un modèle que tu as fui aussi un petit peu. Ah oui, alors du coup, c'est un modèle que j'ai complètement fui et je suis aujourd'hui à l'opposé de ça. Du coup, la crèche, on commence déjà à t'alerter un petit peu sur le fait qu'il ne rentre pas dans les cases, en gros, hein, c'est ça. Ouais. Hein. Il rentre à la maternelle, ça se complique? Oui, je suis tombée sur petite section de maternelle sur une maîtresse qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il était en public, en privé, juste qu'on comprenne le contexte scolaire. Il avait une grosse classe? Public, Paris, grosse classe. Ouais. Plus d'une 30aine d'élèves, pas évident pour les enseignants, même en maternelle. Donc il y avait à peine la place aussi pour dormir, etc. Dans un arrondissement assez exigeant, assez huppé de Paris. Et donc là, la maîtresse qui avait peu d'expérience, elle décèle quand même quelque chose chez lui ou elle est juste simplement débordée par... Oui, elle est débordée par ça, par le comportement d'Édouard. Qui ne s'assoit pas en rang,
comme c'est exigé au départ. On fait les présentations, la chanson de début, etc. Lui, il se lève, il va à la bibliothèque ou il fait un dessin, il fait ce qu'il a envie de faire en fait. Bon, voilà, ça commence comme ça et on me dit il a un problème, il faut aller voir le psy de l'école. Bon, moi je fais confiance au système et j'écoute tout le système. Donc je vais voir le psy de l'école et là le psy de l'école me dit il faut aller au CMP, centre médico-psychologique, qui se fasse suivre par un pédopsychiatre, etc. Donc je suis tout le système. Je me fais embarquer dans une grosse machine, j'apprends ce que c'est qu'un orthophoniste, un psychomotricienne, neuropsy, enfin il y a un tas de termes qu'on ignore quand on est jeune maman. Enfin, en tout cas, moi j'avais pas cette expérience. Je m'embarque là-dedans et puis plus le temps passe et plus ça devient compliqué avec Édouard en classe. Il n'écoute pas, il se lève, il va dans les couloirs, il est agité. Voilà, on me fait beaucoup de reproches. Je le change une première fois d'école. Pensant que j'allais le mettre dans une petite école de quartier. Je choisis la petite école sympa où ils sont un peu moins nombreux, où il n'y a que des maternelles d'ailleurs, je crois, tout petit peu de primaire. Et je me dis, ça va mieux lui correspondre d'être dans un petit... Et puis en fait, ça a été pire. Ah oui. Ça a été pire parce que là, je me suis pas rendu compte que je l'avais mis dans un quartier assez élitiste. Qui n'acceptait pas la différence. Donc il a été complètement stigmatisé, rejet par les autres élèves qui étaient montés par leurs parents pour que les enfants ne l'approchent pas. À ce point-là ? Ah ouais. Mais pourquoi il voulait pas qu'il l'approche ? Parce que bon, il était un peu agité, mais en soi, parce qu'il fait des bêtises, parce que... Alors, je sais pas comment l'expliquer, sa manière d'être et d'agir. Je la comprends mieux aujourd'hui parce qu'il a 8 ans et qu'on peut échanger. Mais à l'époque, les petits, ils se défendent à coups de pied, à coups de poing ou même de griffures. Et c'est arrivé comme ça, et donc ça s'est transformé en drame. Parce que l'école est obligatoire, donc on doit poser son enfant à l'école le matin, et en même temps... prendre un enfant comme le mien dans une classe, ça amène des troubles en fait. Et pour lui et pour les autres. J'en suis consciente. Mais pour lui aussi. Ouais. Parce que c'est un enfant qui devait se sentir mal dans ce contexte-là et qui devait avoir des angoisses aussi par rapport à ce cadre. Ouais. Donc tu t'embarques du coup dans cette machine, comme tu l'expliques, avec les pédopsychiatres, etc. À quoi ça t'amène ? Qu'est-ce qui est diagnostiqué ? Qu'est-ce qu'on te demande de faire ? Comment ça avance tout ça ? Ils ont eu du mal à mettre un diagnostic, vraiment. Ils prenaient quelle piste ? Au début, l'autisme. Ok. L'autisme, on met beaucoup de choses dedans. Et en plus, il y a différents types d'autisme. Et puis, plus le temps passait et plus... Enfin, moi, je me suis renseignée de mon côté aussi, en fait. Quand il a commencé à avoir la parole, beaucoup plus claire, j'arrivais mieux à comprendre. Parce qu'un enfant qui a un acte violent, c'est pas parce qu'il est né violent, en fait. Il répond à quelque chose, à une incompréhension, à une injustice, voilà, aujourd'hui, il m'explique quand il y a des altercations. C'est pas comme avant, bien sûr. Ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Et les spécialistes au CMP, en fait, qui est un organisme gratuit, ne sont pas forcément armés parce qu'ils ont énormément de demandes. Il y a de plus en plus d'enfants atypiques. Ils n'ont pas le temps de traiter en profondeur les cas. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il lui fallait vraiment, comment il fallait être avec lui pour le comprendre, etc. On est pris dans une machine en fait où ils exécutent un peu des programmes tout faits qui sont pour moi archaïques, de Freud ou de je ne sais quoi, mais ça répond plus aux besoins des enfants qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc aucune pathologie clairement n'est détectée chez lui ? Ou est-ce qu'il pose quand même un diagnostic, une maladie ou un trouble sur lui vraiment ? Ou est-ce que finalement il n'y a pas vraiment... Il a fini avec un diagnostic TSA, trouble du spectre autistique, mais avec des... il ne rentre pas forcément dans les cases, etc., de tous ces troubles. Et par la suite, j'ai découvert... quelque chose qui s'appelle, alors on n'en parle pas trop en France, le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Ça, on en parle de plus en plus. Voilà. Mais je sais pas, les gens qui m'entouraient voulaient pas trop entendre parler de ça.
Et pourtant, je reconnaissais mon fils là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose où tu t'étais renseigné toi de ton côté sur ce trouble-là? Oui, j'ai voulu chercher à comprendre. Et quand j'ai découvert ça, TDAH, je l'ai découvert en Belgique, en fait. Ok. Parce que je cherchais des groupes pour m'aider, de parents, parce qu'on se sent extrêmement isolé. Donc, en plus, j'étais séparée du papa. À cette époque-là, on s'est séparés assez vite. Edouard avait 18 mois. Ah oui. Donc, j'étais un peu maman solo avec... C'est toi qui avais la garde de Édouard? Oui. J'avais la garde d'Edouard, il allait chez son papa le week-end, on n'habitait pas très loin, donc il le voyait souvent, mais j'étais un peu maman solo, et on se sent vraiment Isolé. Isolé. Parce qu'on pense aux enfants, aux troubles de l'enfant, mais on ne pense pas à suivre les parents, en fait, et à aider les parents. Donc je suis allée chercher de l'aide en Belgique. J'ai trouvé une femme qui était maman de 3 enfants et enseignante, qui donnait des cours de parentalité. Tu l'as trouvée comment? Sur les réseaux sociaux? Oui, sur Internet. Quand j'ai commencé à taper des spécificités de mon fils, c'est-à-dire c'est un enfant sans filtre, qui a un vocabulaire très développé, qui est assez agité, et parfois aussi très concentré, parce qu'il fait des Legos, il peut être dans les livres pendant des heures. Dur de lui trouver une case, entre guillemets. Et cette femme-là, elle répondait en fait à un modèle éducatif qui était logique pour moi et qui m'a permis de me connecter beaucoup mieux à mon fils. D'accord. C'est-à-dire de ne pas répondre sous l'impulsion. Parce que, par exemple, quand on va récupérer son fils le soir et qu'on te dit « Ah, bah aujourd'hui, il a tapé tel élève la première réflexion que tu vas avoir, c'est Mais pourquoi tu fais ça C'est interdit de taper, etc. » Et elle m'a fait comprendre qu'il fallait démêler ce qui se passait. Donc c'est là que j'ai commencé à dire à mon fils, bon, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte tu l'as tapé et pour quelle raison. Et c'est là que derrière on voit, y a une injustice, il y a une incompréhension, il y a un manque d'écoute, parce qu'en fait c'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'écoute. Qu'on l'écoute lui. Oui. Qu'on écoute ce qu'il a à dire qui parfois est très logique. Les maîtresses, du coup, on est toujours à la maternelle, là, elles t'ont plutôt aidée dans ces démarches-là? Est-ce que tu t'es quand même des fois sentie soutenue par le parcours scolaire? Non, pas du tout. J'ai été soutenue aussi par l'éducation nationale, le côté école inclusive. Mais ça a été très très loin, parce que j'ai des parents qui ont envoyé des lettres au gouvernement. Quand je l'ai mis dans cette petite école, elle était dans le 7e arrondissement de Paris, et c'était des enfants de parents qui travaillaient dans les ministères. Ok. Et qui étaient très proches du gouvernement. Donc, il y a des courriers qui sont partis à l'Académie de Paris. Et pour dire quoi? Pour dire que mon fils était un enfant... il a eu tous les mots, quoi, de faire quelque chose, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas ce qui était dans leur tête, mais c'était un monstre pour eux. Voilà, il a été appelé le monstre dans cette école. Il avait 5 ans, il était appelé un monstre à 5 ans. Et donc il souhaitait quoi? Il souhaitait qu'il soit dégagé de l'école. Ok. Et puis j'ai tenu le coup parce que il n'y avait pas de raison que je le retire. Et puis l'école est obligatoire, où est-ce que je vais le mettre? Voilà. On n'avait pas envie forcément de le mettre dans du privé, ni même les moyens. On voulait qu'il soit élevé comme tous les autres, quoi, dans le public. Et donc, ils ont été se plaindre très haut pour que mon enfant soit dégagé de cette école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, très haut, j'ai eu les 2 accueils, mais j'ai eu quand même de la compréhension, parce que on a été reçus avec le papa devant le directeur de l'Académie de Paris. Ah oui. Quand même. Qui règle des problèmes beaucoup plus graves, de ce qu'on sait aujourd'hui, des enfants qui arrivent avec des armes à l'école, etc. Beaucoup plus tard au collège, quoi. Mais parce qu'ils remettaient en cause votre parentalité? Ah bien sûr, de toute façon, on est les premiers accusés quand on va récupérer l'enfant. Donc eux, ils remettaient en cause votre éducation, et ils voulaient que
que votre enfant soit retiré ou est-ce qu'il voulait juste qu'il change d'école? Il voulait qu'il change d'école parce qu'il voulait plus que mon fils soit en contact avec les leurs, en gros. Et oui, il remettait en cause ma parentalité, bien sûr, parce que pour eux, il était mal élevé ou pas élevé, ou voilà. Sauf que Édouard, il avait un trouble qu'on avait du mal on avait du mal à faire avec. Et donc vous êtes reçu devant l'Académie de Paris, comment ça se passe? On tombe sur des gens, la haute administration, hein. Donc on est reçu dans un lieu somptueux. Ça se passe bien, en fait, parce que mon fils est pas fou, mon fils est pas autiste, mon fils est pas c'est un enfant comme les autres qui a besoin par contre de plus de compréhension que d'autres. Donc on peut pas le mettre dans une école spécialisée pour autistes, c'est pas un autiste. On peut pas le mettre on sait pas quoi faire, en fait. On a regardé même Montessori, mais quand on met un enfant chez un Montessori, apparemment, c'est pour le retirer après, c'est beaucoup plus compliqué pour le faire rentrer dans le cadre normal. Donc, on est un peu coincé. Et là, ils prennent notre défense parce qu'ils trouvent injuste la situation dans laquelle on se retrouve. C'est là que j'ai reçu des mails du gouvernement. Bon, je vais peut-être pas dire le nom, mais la maire d'arrondissement, une personnalité très connue, nous envoie des mails personnels disant qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, qu'est-ce que c'est que ce bazar, pourquoi vous le tenez pas, pourquoi vous faites pas, alors qu'on avait le CMP derrière et qu'il y avait un suivi et qu'on avait tout fait comme il fallait. Oui, parce que du coup, il a quand même un dossier qui est constitué où j'imagine que vous aussi, vous avez été reçus, qu'ils savent dans quel cadre il évolue et comment il avance. On n'est pas dans le déni, hein, on est vraiment... vous l'accompagnez, cet enfant. On l'accompagne, on fait tout ce qu'on peut. Donc, on est très bien reçus. Il y a quelqu'un de l'Académie de Paris qui se déplace dans l'école pour faire une réunion qui réunit tous les parents de l'école, sauf nous, parce qu'ils nous disent non, venez pas. Et là, en gros, fait la morale aux parents d'élèves en disant vous avez une attitude immonde avec cette famille. Vous êtes dans l'école inclusive. Tout le monde a droit à la scolarité. Voilà. Cet enfant, oui, il a des troubles, mais il est capable de suivre un enseignement comme tous les autres. Vous le stigmatisez, etc. Donc là, vous avez quand même vachement de soutien. On a du soutien, ouais. C'est très étonnant. Et puis, tout compte fait, on remet Édouard à l'école, on revient un peu comme si de rien n'était, bien que voilà, personne ne m'adresse la parole. Du coup, les sorties d'école, ça devait être aussi assez terrible. Ouais. J'ai eu des sorties d'école terribles, avec des parents qui me prennent à partie sur le trottoir. Votre enfant, c'est un monstre. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire interner, etc. Quoi. Il a 5 ans, quoi. La directrice aussi est prise à partie par des parents. Des scènes dans la cour d'école, etc. Enfin, des choses dingues. Donc, on finit par lâcher parce que franchement, psychologiquement, c'est très dur pour moi de subir toute cette pression énorme. Donc, je décide encore une fois de changer d'école. Ok. Et donc là, il est en quelle classe ? 3e école, il rentre en moyenne section. D'accord. Milieu de moyenne section dans une autre école. Ok. Cette autre école est une très très grande école juste à côté de chez moi. Là, ça se passe mieux. Bien qu'au départ, il ait du mal à se faire à tous ces changements. Même lui, franchement, faut se mettre à sa place. En cours d'année, il change encore d'école. Déjà qu'il est rejeté dans la première, il est rejeté dans la deuxième. Bon, je pense qu'il n'a pas trop bien vécu. Ouais. Il arrive à se faire des copains, lui, quand même ? Ou est-ce qu'il est quand même très isolé ? Dans la 3e école, il commence à se faire des copains. Dans les autres, non, parce que... surtout dans la 2e école où les parents étaient très virulents, je recevais des messages et des appels des représentants des parents d'élèves qui essayaient de comprendre. Mais non, en fait. La différence a fait que il n'a pas pu se faire d'amis. Bien que j'ai eu aussi des mamans qui m'aient appelée gentiment, mais vraiment j'en ai eu 2. On comprend ce que tu vis, franchement, on te soutient, etc. J'ai quand même eu de la bienveillance. Ouais, j'ai quand même eu de la bienveillance. Franchement, qui m'a fait du bien.
Donc la 3e école, et là ça commence à se réguler un petit peu, il est accepté un peu avec ses différences, et là il est accompagné par ce qu'on appelle un AVS, parce qu'il faut savoir que dans le système, on accorde des AVS, des auxiliaires de vie, qui restent avec les enfants en permanence pour les aider à suivre le chemin de la scolarité normale. Ça aussi, il y a une défaillance au niveau de l'administration. Parce qu'il y a plus de demandes que de... Ouais, il a eu beaucoup d'AVS, il a eu 7 AVS différents. Donc l'enfant, il n'arrivait pas non plus à avoir une régularité en termes d'école, en termes d'AVS, voilà. Moyenne section, ça se calme un peu, il a une AVS très sympa, qui lui permet de passer des moments d'école un peu plus stables. Grande section, ça se passe un peu mieux aussi, grande section de maternelle. Bon, ça va un peu mieux. Et puis on le fait passer en CP parce que là, pareil, on fait confiance à l'éducation nationale et ils nous disent qu'il a les capacités de passer en CP. Et puis arrivé en CP, on se rend compte qu'en fait, non, pas du tout. Qu'il a du retard. Au point de vue scolaire pur. Ouais, point de vue scolaire, il connaît son alphabet, mais à peine, quoi. Donc on nous a un peu menti en fait, parce que on a compris derrière qu'on se repassait un peu la patate chaude, quoi. Voilà. Et là, ça commence à dégénérer de nouveau. Il se sent un échec. Il tient pas du tout sur sa chaise en classe. Ça dépend aussi des gens par qui il est accompagné. Au niveau de l'école, il y a des gens qui vont être un peu plus permissifs, c'est-à-dire il avait accès à la bibliothèque. Là, on lui laisse plus l'accès à la bibliothèque. On lui dit tu dois rester sur ta chaise, tu dois attendre la récréation, etc. Et là, ça marche pas du tout. Donc l'enfant, il se sauve. Il est rattrapé parfois avec des scènes pas très reluisantes. Et là, l'école, je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont commencé à faire appel aux pompiers. Pourquoi ? Parce que l'enfant se sauvait et que ça mettait l'école en danger, etc. Et qu'il avait des attitudes d'opposition. Hein. Il se mettait par terre, il criait parce que les adultes essayaient de le maintenir, de le contenir et il se laissait pas faire, en fait. Ça finissait avec des scènes pas possibles. Et donc ils appelaient les pompiers avec ces scènes-là où il se mettait par terre, où ça finissait en larmes. Parce qu'en plus, en CP, il n'y a plus d'ATSEM, donc la maîtresse est seule face à ses élèves, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, pompiers envoyés au service pédopsychiatrique de l'hôpital, etc. Donc, bon, là, j'étais appelée tous les jours, presque tous les jours, pour récupérer mon fils. C'est là que j'ai fait ma reconversion professionnelle. Alors, du coup, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce qu'on sait en plus que quand on rentre dans ce genre de considération avec les rendez-vous orthophonistes, pédopsie, psychomotricien, peut-être qu'il a eu, je sais pas. En tout cas, toute cette... déjà, c'est énormément de temps. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé, toi, à faire tous ces rendez-vous pour ton fils et en même temps à bosser avec un travail aussi prenant ? Franchement, je sais pas trop comment j'ai fait. J'ai composé beaucoup. Tes employeurs ont été compréhensifs ? Oui et non. Pas vraiment, en fait, au bout du compte. Non, je le cachais un peu, en fait, tout ça. T'avais pas envie de le dire ? C'est-à-dire que tu peux pas ramener toujours ses problèmes personnels au travail. Hein, c'est pas... Il faut trouver des solutions. Et ça met du temps, en fait. Mais concrètement, c'était quoi tes solutions ? Tu faisais comment ? Tu posais des jours de congé ? Tu faisais entre midi et deux ? Alors, heureusement, j'avais beaucoup de travail à la maison, de télétravail. Donc je feintais, je m'absentais 1 heure. Au lieu de faire, ouais. J'emmenais, je ramenais. Parfois, j'avais l'enfant à la maison. Je feintais. J'ai feinté longtemps. Parce qu'on rappelle que tu étais maman solo. J'étais maman solo. Son papa, il faisait des rendez-vous de temps en temps ? Oui, il m'a aidé quand même, son père. Un petit peu, mais lui-même avait son travail très prenant. Avec beaucoup de responsabilités. Donc, il me faisait beaucoup confiance aussi. Voilà. Ouais. Donc, j'ai jonglé pendant longtemps. Je travaillais la nuit, je travaillais... Ça devait être épuisant. C'était épuisant.
Et puis, ma reconversion, elle est arrivée au moment où lui, il est sorti de la 2e école. Ok. Où là, j'ai commencé à... Donc, quand il rentre en grande section. Quand il est rentré en grande section, j'ai commencé là à me poser des questions sur ma vie professionnelle. Parce que tu n'arrivais plus à tout gérer, j'imagine. Non. C'était... Il y a des moments, j'étais l'ombre de moi-même, franchement. De fatigue. En mode automatique, fatigue, tout. T'étais aidée au point de vue familial pour avoir du relais ou du coup pas du tout? Non. Heureusement, j'avais trouvé des petites nounous étudiantes. Voilà, je me faisais relayer un peu comme ça, mais sinon, non. Ses grands-parents côté paternel avaient un certain âge et avaient du mal à le gérer. Et mes parents n'étaient pas là. Déjà, ils étaient en province. Et puis, bon, ma mère, pas bien. Et mon père, dans le travail à fond. Donc, pouvait pas m'aider. Donc, tu avais des nounous qui te faisaient quand même un petit peu de relais? J'avais des nounous qui, heureusement, me relayaient un peu. Et puis... Mais là, tu fais ton chemin à savoir comment est-ce que tu peux te faire une reconversion. Oui, c'est ça. En fait, il m'a aidé aussi, cet enfant, à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter à mon essence, à ce que je voulais vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a tellement poussée dans mes retranchements. J'ai une telle résilience que j'ai poussé la force très très loin, jusqu'à vraiment quasiment être à bout de force, à bout de nerfs, à bout de tout. Et j'ai peut-être fait un mini burn-out, je m'en suis pas rendu compte, je sais pas. Si bien qu'à un moment, je me suis posée face à moi-même et à me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ferait du bien. Je peux pas laisser mon enfant dans cet environnement, je peux pas continuer comme ça. J'ai demandé une rupture conventionnelle en ayant découvert le feng shui et l'aménagement pour le bien-être. Et comme mon projet avait du sens avec ce que je faisais avant, l'expertise immobilière, rentrer chez les gens, voilà, et ben elle a été acceptée en fait. Elle a été acceptée, donc là ça a été un peu plus simple. T'as fait une formation, quelque chose pour le feng shui? Tout de suite. J'étais arrêtée en juillet, je commençais une formation en septembre. Donc là on est en quelle année? Alors j'ai pas trop la mémoire des dates, je vais plutôt te dire en termes de Édouard, on était... il rentrait, c'est au moment où il rentrait en moyenne section de maternelle. Ok, donc tu fais ta rupture conventionnelle en moyenne section. Grande section, il a changé d'école, on est d'accord? Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore... il commence à se faire quand même quelques copains. Ouais. Là, il passe en CP, et CP, c'est la cata. Mais du coup, quand en CP, où on t'appelait beaucoup pour venir le récupérer, t'étais déjà en reconversion? Oui, mais on a commencé en grande section. J'ai oublié, mais on a commencé en grande section, les pompiers, etc. Quand la maîtresse était en remplacement, les autres acceptaient pas forcément. Et lui, il avait beaucoup de mal avec le changement, en fait. Il avait besoin de structure. Et il y a des arrêts maladie, et c'est vrai que sa maîtresse de grande section était souvent en arrêt maladie. Et la remplaçante, ça posait des problèmes. Et voilà, on dégainait les pompiers, ou alors on me demandait de venir le récupérer. Donc j'étais en reconversion à cette époque-là, et déjà j'avais du mal à monter ma boîte. T'en as jamais voulu à son père? Il a jamais essayé lui de plus s'impliquer pour te soulager? Le papa? Franchement, à sa décharge, je pense qu'il était démuni. Il était démuni face à ce trouble. Il était démuni. On a été embarqués dans un système qui ne nous a pas servi. En faisant confiance au CMP, tout ça, je me suis pas fait assez confiance en tant que maman. Ouais. Ok. Voilà. Oui, parce que finalement, c'est ces cours de parentalité qui t'ont aidé à toi-même poser un diagnostic sur ton fils. Et à toi-même trouver les clés pour le faire avancer. Ouais. Quand moi j'ai décidé de me faire confiance, quand moi j'ai décidé de choisir pour lui, de dire c'est moi qui sais mieux que les autres ce qui est bon pour mon fils, ça a commencé à changer. Mais il était déjà tard. Et du coup, il était en CP? Il était en fin de CP. Donc CP et kata. Ouais. On est d'accord que c'était très compliqué pour lui et pour vous, du coup. Il passe en CE1 quand même? Alors, non, en fait, fin de CP, je décide de déménager dans le sud de la France. Pourquoi le sud de la France, déjà? Pourquoi t'as pensé qu'il serait mieux ici? C'est ça ma question. Est-ce que c'est toi, ta vie personnelle, qui a fait que t'as voulu venir ici parce que t'aimais la région, ou est-ce que tu t'es dit, c'est là qu'il se sentira mieux?
Il y a 2 choses en fait. Je me suis dit on va tester autre chose pour lui. Et pour moi, je me suis jamais permis un peu de réaliser mes rêves en fait. On dit toujours on va partir dans le sud de la France pour tiens, la Côte d'Azur c'est magnifique. Mais t'en rêvais de la Côte pour ma d'Azur? retraite. Ouais. Je rêvais du climat. Ouais. Et je connaissais très peu la Côte d'Azur. Je connaissais Nice. Je suis venue 2 fois à Cannes. Je connaissais que parce qu'on m'en disait en fait. Je connaissais très peu la Côte d'Azur. Donc ça a été vraiment un pari fou. Au moment où je décide de partir, je me dis bon, faut que je retrouve peut-être un poste de salarié pour la stabilité là-bas. Oui, parce que du coup, tu commences à déjà développer ta société dans le Feng Shui pour aider les personnes à aménager leur intérieur au point de vue des énergies. On est d'accord? Donc tu commences déjà à la développer un petit peu à Paris. Oui. Et finalement, tu décides pour ton fils de partir dans un nouvel environnement. Tu me dis si je me trompe. Hein. Tu décides pour ton fils, du coup, de partir dans un nouvel environnement. Tu te dis, je vais quand même prendre un boulot salarié. C'est peut-être plus confortable. Oui. Alors évidemment, il y avait l'environnement. C'est-à-dire que même moi, je ne supportais plus l'environnement de Paris. Trop de béton, trop d'agitation, trop de bruit, trop de... Voilà. Je supportais plus, en fait, de plus être au contact avec la verdure. Donc il y avait ça. Il y avait lui qui avait besoin de grands espaces. Donc à Paris, les squares, on a vite fait le tour. Besoin de se défouler, etc. Donc je discute avec une amie et elle me dit mais pourquoi pas, en fait, essaye. Et la semaine suivante, je me mets sur Internet pour mon travail et je vois passer une annonce recherche expert immobilier à Nice, dans le sud de la France. Et je me dis mais c'est dingue, c'est le travail que je faisais avant. J'appelle une fille que je connaissais qui était dans cette société, on avait travaillé ensemble, c'était une banque qui embauchait à la banque. Elle me dit bah oui, la personne qui embauche tu la connais bien, c'est Julien. Je dis incroyable. Bon. J'appelle Julien, je lui dis écoute Julien, j'ai vu que tu proposais un poste. Il me dit oui, on peut expert immobilier à Nice. Je lui dis écoute, je veux m'installer dans le sud. Je passe les entretiens, etc. Je suis embauchée. Ok. J'ai pas de logement, donc on sait combien c'est difficile de se loger dans le sud de la France. J'appelle un... Donc là, il est fin de CP? Fin de CP. On est au mois de juillet. Ok. Il est censé faire sa rentrée. Le papa a bien pris que vous partiez dans le sud de la France? Alors le papa, je l'ai prévenu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'au moment de ma reconversion, je savais que j'allais pas rester à Paris. Et il l'a bien vécu? Pas vraiment, parce que... pas vraiment. On va dire que, bien sûr, je lui ai posé la question, si c'était totalement opposé à ça, j'aurais pas fait ça. Il m'a laissé faire, il m'a laissé la liberté de partir avec Édouard en plus. Bon, lui, il est très carriériste, hein. Donc... il n'y a de toute façon pas forcément de place pour assumer Édouard seul. Non, on en a parlé, hein, on en a toujours été proches, forcément, avec ce qui se passait pour Édouard. Il fallait qu'on discute quasiment toutes les semaines. Donc, c'est ce que j'allais te poser comme question derrière. Qu'est-ce que... Vous étiez séparés aux 18 mois, mais vous avez cet enfant qui est atypique, vous vous prenez dans un engrenage, vous étiez soudés. Comment vous avez réussi à passer ça au point de vue, parce que vous avez, j'imagine, un chagrin d'amour quand même, hein, qui aussi se profilait, j'imagine, peut-être plus pour l'un que pour l'autre. Comment vous avez réussi quand même à garder cette bienveillance dans votre... Parce que je sais qu'on en a déjà discuté, que tu me disais qu'il y avait quand même une bienveillance entre vous. Il te laisse partir dans le sud avec son fils. Il aurait très bien pu dire, bah non, moi les seules fois où je travaille pas, j'ai envie d'avoir mon fils à côté. Il aurait pu faire jouer les institutions aussi, de dire qu'il voulait pas. Comment vous avez réussi à garder ce rapport, cette confiance, cette bienveillance entre vous? En fait, on échangeait quasiment toutes les semaines sur ce qui se passait pour Édouard, parce qu'il se passait des choses quasiment tous les jours, en fait. Soit je le récupérais à l'école, soit il y avait les pompiers, soit il avait tapé, soit il y avait un adulte qui se plaignait. Enfin bon, donc on échangeait toutes les semaines. Oui, ça nous a rapprochés parce qu'on a cherché des solutions à deux, en fait, pour que tout le monde s'y retrouve. Même les maîtresses, parfois, je sais que sa maîtresse de CP avait beaucoup fait pour lui.
c'était quelqu'un de très structuré, donc il lui faisait très confiance, Édouard. Mais on a quelqu'un au-dessus qui s'en est mêlé. C'était l'Éducation nationale qui nous avait imposé de mettre Édouard le matin en CP, enfin une partie en CP, une partie en maternelle. C'est un truc très bizarre qui s'est passé. Ouais, c'est super bizarre. Ouais. Ça. Ce qui l'a complètement déstabilisé et c'est là que ça l'a mis en colère sur. Il savait plus à qui se référer. Bon. Donc on conversait en permanence en fait avec son papa. Et donc il était au courant qu'un jour je quitterais Paris. Je ne savais pas encore où et quand. Je me suis posé la question de partir en banlieue. Et quel intérêt de partir en banlieue si c'est pour revenir tous les 4 matins se taper les trajets comme se font ceux qui habitent en banlieue, c'est dur aussi. Hein. 1 heure de trajet aller, 1 heure retour quand tout va bien. Bon. Donc le destin te sourit. Voilà. Tu as ce poste à Nice. Ouais. Tu prends toutes tes affaires, ton fils sous le bras, tu débarques dans le sud. Ouais. Tu habitais à Nice au début ? Non, j'habitais à Cannes parce que l'appartement qui m'a été proposé, il était à Cannes. C'est ton employeur qui t'avait proposé l'appartement ? C'est un ami. Parce que dans le sud, c'est quand même difficile de se loger, hein. C'est pas facile. Hein. Ah ouais. Donc, Tu vivais de quoi à ce moment-là ? T'avais pas encore été embauché, du coup tu vivais du chômage ? Oui. Ok. Tu fais du chômage. À côté de ta boîte que tu développais ? Voilà. Ok. T'avais quand même eu déjà quelques clients ? Comment ça se passait au point de vue de ta boîte à Paris ? Oh, j'en ai eu 2, 3 à Paris, vite fait. Vite fait, hein. C'était pas... j'ai travaillé en échange de coaching, de choses comme ça. Bon, voilà, ça commençait à prendre un peu à Paris. Mais après, j'ai un peu arrêté le développement. Et puis, il faut dire que j'avais un peu peur de me lancer en auto-entreprise. On mesure pas en fait ce que c'est que le travail d'auto-entrepreneur. On est aussi bien dans la com que dans la finance, que à son travail, que à la compta, que. C'est donc, dur, hein. Ouais. Que maman, que. C'est ça. C'était maman solo en plus, avec tous ces les particularités de ton fils. Ouais. Donc j'ai pas trop mesuré au départ. Voilà. Donc t'as pris peur au fur et à mesure. Oui, donc même pour ouvrir ma boîte, ça a été voilà, ça a été une fête. Le jour où j'ai appuyé sur le bouton, la boîte est ouverte. Quoi. Ah oui. Je me faisais une montagne un peu de tout. Donc je me dis, je reprends un travail de salarié, quelques mois dans le sud pour m'installer. En même temps, je garde mon auto-entreprise pour aussi développer ma clientèle, c'est possible. Puisque je fais de l'expertise, je vais chez les gens, ça peut les intéresser. Voilà. Et puis, ça se passe encore autrement. Puisque je suis embauchée en période d'essai, 3 mois, renouvelée 3 mois, parce que j'étais cadre. Bon, déjà, je parle du contexte. Quand j'arrive dans le sud, j'ai un travail 100% télétravail, quasiment. Ok. Donc, je vais visiter les gens, mais je travaille de chez moi. Tu construis tes dossiers de chez toi. Ouais, je construis mes dossiers de chez moi. Parce que pour l'expertise, tu es quand même obligé de voir le bien au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. tu visites le bien, mais toute la construction du dossier, tu vas pas au bureau, tu fais chez toi. C'est ça. Ok. Et puis, Édouard, je mets tout en place pour lui avant de venir aussi. Donc lui, tu l'inscris à l'école publique ? Je l'inscris à l'école publique. Donc il se retrouve dans l'école publique du secteur dans lequel tu habites ? Voilà. Il passe en CE1 ? Tu l'inscris en CE1 ? Il redouble son CP. Donc ils le refont redoubler le CP, d'accord ? On lui fait doubler son CP. C'était évident parce qu'il avait quasiment pas fait de CP à Paris. Il était moitié CP, moitié maternelle. Enfin, donc c'est plutôt bien pour lui qu'il ait redoublé le CP. Oui, tout à fait. Pour reprendre confiance en lui aussi. Donc là, tu te retrouves dans l'école publique de quartier, de ton secteur. Comment ça se passe, cette rentrée pour Édouard ? Ça se passe bien. Franchement, c'est la première fois depuis tant d'années que je vais voir bien sûr la maîtresse dès le premier jour en lui disant, en m'assurant qu'il y ait l'AVS qui soit là. Oui, ce que j'allais dire, il a toujours une AVS. Il a une AVS qui le suit. Elle est là tous les jours ? Alors, il a eu l'AVS à Paris, très régulier, heureusement, le dernier, qu'il a quand même suivi pendant plus d'1 an et demi. Okay. Donc ça a été très important. C'était en plus un AVS atypique qui était qualifié aujourd'hui de haut potentiel, on va dire. Donc, qui passait son temps à stimuler Édouard, qui en avait besoin, qui avait besoin de plein de réponses. Donc, c'était génial parce que Édouard, il passe son temps à poser des questions. Et lui répondait en permanence, quoi. Donc, c'était chouette. Et donc, on perd cet AVS en arrivant dans le sud.
On ne sait pas sur qui on va tomber. Donc j'essaye de prévenir la maîtresse le premier jour d'école. Et je lui dis, voilà, mon enfant atypique, je ne sais pas s'il y a l'AVS. En plus, c'est hyper compliqué parce que mon enfant est atypique, mais tu sais même pas quoi dire de lui. Non. Tu peux pas dire, encore tu dis, bon bah mon enfant a été reconnu autiste, voilà son trouble. Là, tu peux même pas, t'as aucun mot qui va définir Édouard. À part, il est atypique. Ce qui le qualifie, c'est... ils aiment bien le mot TSA, bien sûr, parce que c'est poser un diagnostic. Ils aiment les diagnostics. Mais ce qui le qualifie, c'est un enfant sans filtre, qui pose beaucoup de questions et qui est agité, assez agité, bien que tout ait changé, en fait, dans cette école en CP. C'est le jour et la nuit ce que j'ai vécu en fait dans le sud de la France. Ouais. Donc j'essaye de prévenir la maîtresse le premier jour qui me dit ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Bon. Tu te sens bien accueillie? Je me sens bien accueillie, très étonnée. Donc je dépose mon fils, je repars tranquillement. Qu'est-ce que je faisais? Oui, j'étais salariée à ce moment-là. Et puis premier jour se passe bien, pas de soucis, pas d'appel. Première semaine se passe bien. Incroyable. Pas de soucis, pas d'appel. L'AVS que tu avais trouvé ici était bien? Alors oui, il a une AVS parce que je fais en sorte, avant d'arriver ici, de tout organiser pour lui. Vraiment, je contacte tout le monde. Maintenant, je sais par où il faut passer, entre guillemets, l'éducation nationale, quel poste il faut interpeller pour dire mon fils arrive, attention que ça ne se reproduise pas, ce qui nous est arrivé à Paris, etc. Donc, je contacte le centre médico-psychologique, je lui trouve un suivi et une nounou, etc. Enfin, je fais tout avant d'arriver. Et ce qui s'avère être porteur, puisque dès le jour de la rentrée, il a une AVS qui est là, présente, et quelqu'un de bien, sympa, impliqué, voilà. Donc, première semaine, il fait un peu ses marques, on m'appelle pas, ça se passe plutôt bien. Il se fait des copains? Oui, alors si je parle de l'année complète, ouais, c'est la première année où là, il est heureux d'aller à l'école, parce que évidemment, à Paris, il y a des jours où il voulait plus y aller, c'était difficile. Il est content d'aller à l'école, il se fait des amis, il commence à avoir la vraie posture d'élève, il reste en place, en classe. Enfin, c'est le jour et la nuit. Et là, du coup, il a fait une année complète. C'est toujours ça. Toute l'année complète a été. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques épisodes un peu difficiles, mais il avait une maîtresse vraiment structurée, donc sympa, qui avait dans sa classe moitié CP, moitié CE1. Donc déjà, faut gérer ça, jongler entre les deux, etc. Et il a une AVS qui lui laisse la liberté aussi dont il a besoin. Donc il suit le cursus comme tous les autres. Et même dans le courant de l'année, j'apprends que en faisant des examens scolaires, il est premier de la classe. Donc là, je suis complètement tombée des nues. Surprise par ce qui se passe. Il passe en CE1. Voilà, même si il a des particularités. En fait, ce que je comprends, et c'est là que je dis qu'il y a... on accepte beaucoup plus ici. Alors oui, en fait, quand j'ai parlé de ce podcast à Élise, on parlait du coup d'Édouard, et elle me dit, en fait, ça se passe beaucoup mieux ici parce qu'il y a beaucoup plus de diversité. J'ai été assez surprise parce que je trouve que dans le sud, on est quand même très préservé et qu'effectivement, l'école publique a une diversité de faits, mais que je la trouve quand même très relative par rapport à d'autres villes. Donc j'étais très étonnée qu'elle me dise ça. Et elle me dit, mais si, il y a beaucoup plus de diversité finalement dans vos écoles à vous, même si c'est des plus petites villes, que dans un quartier de Paris, dans un arrondissement de Paris bien précis. Et ça m'a... Sur le coup, j'ai été super étonnée que tu me dises ça. Et finalement, j'ai compris ce que tu as voulu me dire. Mais ça a servi, Édouard, cette diversité? Oui. Oui, parce que... En fait, l'école, c'est fait en... Cette école, je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes, mais elle est quasiment dans le centre de Cannes. Et donc, il y a plusieurs nationalités, dont beaucoup d'élèves qui ne parlent pas français, déjà. Moi, c'est vrai que mes filles sont dans toutes leurs classes.
pas le dernier parce qu'il n'est pas encore à l'école, mais en tout cas les 2 grands dans leur classe des élèves qui, alors elles commencent maintenant en fin d'année, mais qui sont arrivés sans... Et d'ailleurs, chaque année, il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a eu des Polonais, des Ukrainiens, Africains. Alors Africains, ils parlent en général français, mais il y a eu un choc des cultures énorme en fait. Hein. Exactement. Et donc cette école s'est fait vraiment... c'est très important pour elle d'accueillir tous les enfants et qu'ils se sentent tous bien. Donc finalement, il a été confronté à des enfants qui avaient une autre particularité que lui. Voilà. Qui étaient plus admises par la société finalement. Voilà. Mais qui avaient une autre particularité. Exactement. Et certainement aussi, il a été confronté à ces enfants qui ne parlaient pas français, qui étaient en difficulté dans les cours normaux. Lui en avait d'autres et la maîtresse voulait larguer personne. Donc ça s'est très bien passé cette année, vraiment. Donc Édouard est clos finalement dans cette deuxième année de CP. Toi, du point de vue professionnel, comment ça se passe ? Alors, au point de vue professionnel, écoute, la société dans laquelle j'étais embauchée m'a pas gardée. Okay. Pour cause économique. Au bout de 3 mois, en fait, me dit, non, on met un terme au contrat, on renouvelle pas. Alors là, je me trouve très surprise parce que je pensais vraiment y rester un moment, quoi. Et puis, je comptais dessus pour m'installer de manière pérenne dans le sud. Bon. Ça remet tout en question. Bon, là, je m'écroule un petit peu, j'accuse le coup parce que je m'y attendais pas du tout. Et je me dis, cette fois-ci, c'est le moment de reprendre ma boîte. Voilà, j'avais un peu d'économie, voilà, un peu de chômage qui me restait, qui tombe un petit peu. Et voilà, et je décide de reprendre ma société. Donc, je mets les bouchées doubles, je prends un coaching business, je me remets à jour de mes formations Feng Shui, voilà. Et donc, je me relance là-dedans. D'accord. Et donc, du coup, tu es toujours en cours de cette société de Feng Shui, où tu aides les personnes à organiser leurs intérieurs. Tu aurais des petits tips pour nous, pour les mamans qui se sentent un peu débordées de cette charge mentale, de cette machine à laver, de travail, enfant, travail, enfant, travail, enfant. Est-ce que tu aurais des petits tips à nous partager, des petits tips Feng Shui qui pourraient nous aider ? Je vous invite d'ailleurs à suivre le compte Instagram de Élise qui est hyper, je le mettrai dans les commentaires, qui est super intéressant. Je ne connais absolument rien en Feng Shui, je le dis. Mais à chaque fois, elle fait des vidéos sur des petits trucs et je me dis, je savais pas ça. Et en fait, c'est hyper intéressant, j'adore. Il y a plein de choses très faciles à réaliser. J'avais adoré notamment ce que tu avais dit sur les odeurs. Ouais. Mais est-ce que tu aurais des petits tips pour un peu nous aider avec cette charge mentale assez présente aujourd'hui qu'on peut avoir entre la vie pro, la vie perso Tu aurais des petites choses à nous partager qui pourraient nous aider ? Alors, le Feng Shui, j'essaie de le rendre light parce que c'est un art ancestral chinois en fait qui est assez complexe au bout du compte. C'est l'analyse des énergies dans l'habitat. Mais effectivement, les tips que je mets sur mon compte Instagram peuvent paraître évidents. Mais la première chose que je conseille aux gens, et je sais c'est pas très drôle, mais c'est arrêter de ranger, trier. D'abord trier. Parce que plus vous allez vous alléger en termes d'objets, de vêtements, de choses que vous avez sous les yeux, et plus vous allez vous alléger le mental. Parce que le cerveau, il est fait pour analyser tout ce qu'on a sous les yeux. Ça vient de très très loin, si on part sur le côté psychologique. Notre cerveau, il est là pour nous défendre, en fait, pour défendre de danger au départ. Donc, tout ce qui va avoir... par l'intermédiaire des yeux, il analyse ce qui pourrait être source de danger ou de problème, ou voilà, ce qui pourrait. Donc en fait, le truc, c'est que moins vous en avez sous les yeux, et plus vous laissez votre esprit tranquille. Et ranger, on le fait tous. Mais je suis sûre que chez vous, vous avez des choses dont vous vous servez pas, dont vous vous servez plus, qui vous sont pas utiles. Ou alors des choses que vous aimez même pas sous les yeux. Quand je vais chez des gens parfois pour ranger, organiser le bureau, ils me disent tiens, non mais j'ai gardé ça, c'est une amie qui me l'a offert, mais je l'aime pas trop en fait cette fille.
pourquoi tu le gardes? Ouais. Euh, Moi, j'ai des petits tocs sur certaines choses que je garde. C'est vrai. Comment? Alors maintenant que j'ai 3 enfants, je fais plus de tri parce que j'ai moins de place, du coup. Mais effectivement, je peux être comme ça. Garder des choses ou garder des choses que je ne mets pas. C'est pareil, c'est psychologique Notamment en en vêtements. fait. Ouais. Parce qu'on pense que si on remonte aux cavernes ou à très très longtemps au développement de notre cerveau, avoir des choses, c'était survivre en fait. Avoir, je sais pas, une peau de bête, c'était survivre, arriver à survivre. Donc aujourd'hui, on s'est psychologiquement pas détaché de ça. Et on pense que posséder va nous aider à mieux vivre ou à mieux survivre. Sauf que c'est le contraire. Quand on fait le tri dans son dressing, et je fais ça aussi, je fais du home organizing pour aider les gens, parce que tout seul, je sais combien c'est difficile de s'y confronter, et c'est quasiment même impossible de trier seul. On ouvre le dressing, on vide tout, et là on dit, oui, ça me fait du bien de porter, ça je vais le porter. Non, j'attends pas de perdre ces 3 kilos pour le porter. Parce que je ne les perdrai pas. Je m'accepte comme je suis aujourd'hui. Je suis comme ça. Il faut évoluer et faire évoluer son habitat avec la personne qu'on est en train de devenir ou qu'on veut être, en fait. Ouais. Donc, les tips, c'est d'abord trier. Après, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme... Je sais pas, oui, j'ai des choses sur les odeurs, bien sûr, les odeurs. Ah oui, j'avais adoré ce... Moi, quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'ai vu tant d'eucalyptus partout, où on pouvait ramasser les feuilles et s'en servir chez soi, en fait. Ici, il fait chaud, donc tout de suite, ça s'évapore et on sent l'odeur de l'eucalyptus dans la maison. Et je me suis amusée à mettre ça dans la poubelle, parce que la poubelle, il y a toujours un peu d'humidité. Et j'ai mis ça dans toutes mes poubelles, donc du coup, je ramasse les feuilles régulièrement, et puis je mets... c'est important en fait quand vous rentrez chez vous d'avoir une belle entrée et de savoir quoi faire de vos vêtements dans l'entrée, de vos chaussures. Quand c'est le bazar dans l'entrée, déjà... Ça va pas. Non, ça va pas. Okay. Donc essayez de soigner votre entrée un maximum, d'avoir quelque chose pour ranger vos vêtements, ranger vos chaussures dans l'entrée organisée. Voilà, qu'est-ce que je... Ouais. Est-ce qu'il y a des choses plus particulièrement pour... Alors, je suis complètement... Ma question peut être complètement bête. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus particulièrement faites, par exemple, pour les femmes? Est-ce qu'il y a des choses feng shui qui sont plus faites pour les femmes ou c'est universel? Ça touche aussi bien les femmes que les hommes, mais c'est vrai que les femmes s'intéressent plus à leur intérieur que les hommes, et les hommes laissent plus faire les femmes dans leur intérieur. Oui, il y a un peu la femme, pour moi, c'est un peu le symbole de la construction du foyer. Oui. De la déco, ce qui n'est pas tout le temps vrai, hein, ceci dit. Ce qui n'est pas tout le temps vrai, parce qu'il y a des hommes qui adorent la déco et qui le font très bien. Mais souvent, la femme, pour moi, on a l'impression que c'est celle qui va apporter la chaleur humaine et qui va construire le foyer dans l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes qui s'intéressent au feng shui et au home organizing aussi. Je vais mettre à disposition un e-book que je suis en train de terminer. Ah, super. Ça s'appelle les directions énergétiques. En fait, on peut se mettre dans des bonnes directions pour favoriser certaines choses qu'on souhaite dans la vie. Il y a des directions qui vont favoriser la prospérité, la croissance. Par exemple, pour les auto-entrepreneurs, ça s'appelle Sheng Shi en Feng Shui. Ça va favoriser les opportunités. Il y a aussi des directions dans lesquelles on se met pour dormir, pour favoriser le sommeil. On peut déplacer un petit peu le lit pour être vraiment dans un sommeil réparateur. Il y a aussi des directions pour la santé. Donc je vais mettre à disposition cet e-book si vous le voulez, pour essayer, parce que... C'est vrai qu'en revanche, je connais pas du tout le feng shui, je me suis pas forcément intéressée à ça, mais pour moi, la seule chose du feng shui que je connais, c'est qu'il faut mettre son lit dans le bon sens. J'ai toujours entendu que y avait certaines... Alors finalement, je ne sais même pas quel sens, mais j'ai toujours entendu que pour bien dormir, il fallait qu'au niveau feng shui, le lit soit dans la bonne position, la tête au nord, je crois aussi, on dit des fois, et il me semble que c'est... Alors ça dépend de ta date de naissance en fait. Ah ouais. Quand tu nais... On pourrait refaire tout un épisode de podcast là-dessus, je crois. Ouais. Quand tu nais, tu fiches certaines énergies et en fonction de ça, tu as une propre carte énergétique personnelle.
Ah oui. Ouais. Donc ça, tu es capable de l'analyser pour quelqu'un? Bien sûr. Quand tu vas chez quelqu'un, c'est une des premières choses que tu fais, d'analyser la carte énergétique de la personne? Oui. Il y a des secteurs de la maison qui vont lui être plus favorables que d'autres et des directions. J'ai fait un e-book sur les directions parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient plus sensibles aux directions qu'au secteur, c'est-à-dire l'endroit dans lequel ils se trouvent dans la maison. La direction, la dernière fois que j'ai été aménager un bureau, je l'ai mis dans la direction prospérité croissance et la femme m'a dit mais c'est hallucinant, dans les 15 jours qu'on suivit, j'ai eu des opportunités business incroyables. Ah ouais? Dans des endroits, j'aurais jamais cru. J'ai rencontré les bonnes personnes, on m'a donné des opportunités, j'ai signé des contrats. Et je l'ai vu pour moi aussi, parce que c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai traité le Feng Shui. Donc je vais mettre ça à disposition si ça intéresse. C'est assez simple, il faut prendre la boussole de son téléphone en fonction des directions que je vais indiquer. Nord, sud, est, ouest, c'est des directions cardinales. Et voilà, tester au moins. Ah ouais, c'est génial. Je trouve ça génial. Essayez parce que alors ça marche pas sans conscience enfin sans intention et sans action derrière. Bien sûr, parce qu'il y a des directions qui vont être propices à la relation de couple, par exemple. Comment dire, ou à la rencontre pour les célibataires. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas rester devant Netflix tous les soirs, quoi. Vous voyez ? Oui, c'est sûr. C'est un peu plus difficile, ouais. Il faut se mettre un petit peu en condition. Mais par contre, les énergies, la direction parce qu'on ne parle pas de la direction dans laquelle on va, mais la direction des objets, la direction qu'on donne à nos objets à l'intérieur, c'est ça, hein alors, de nos meubles. Non, c'est nos propres directions à nous. Okay. On se pose à un endroit, on se dit tiens, je suis face au nord, je suis face au sud, je suis face à l'ouest. On a 4 directions qui nous sont très favorables et 4 directions qui nous challengent un peu. Si on veut, comment dire, vous savez, tu sais, c'est les épreuves qu'on va avoir dans la vie, les grosses épreuves qui vont nous rendre plus fortes. On sait que si on se met dans ces directions-là, on va se taper quelques épreuves, mais ça va nous apporter beaucoup pour la suite aussi. Voilà. Donc quand on prend conscience de ça et qu'on le fait en connaissance de cause, eh ben on a des coïncidences, tu l'appelles comme tu veux derrière, qui arrivent en fait. Donc c'est fascinant. Je peux mettre ça à la disposition parce que c'est le plus simple à mettre en place. De toute façon, on mettra ton site internet et ta page Instagram dans le descriptif de l'épisode, et également sur mon Instagram aussi. Mais c'est fascinant. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui de tout ce qui s'est passé dans ta vie jusque-là ? Aucun. Non. Comment va Édouard ? Il passe en CE1 ? Édouard, il passe en CE1. Il a des amis. Donc, il a aussi développé son sport. Parce que au-delà du sport, au-delà de l'école, il n'était pas accepté dans les cours de sport non plus. Et oui, on n'a pas parlé de ça, de l'extrascolaire. Du coup, on a essayé de faire du judo, on a essayé de faire... Et là, c'est la première année où il fait de la capoeira. Il adore, il est impliqué. Il a passé une journée de concours là où il fallait récupérer sa corde, c'est-à-dire être diplômé de capoeira. Il a passé la journée comme tous les autres. Ça s'est super bien passé, donc il se sent impliqué, investi. Il est ravi. L'école, maintenant, il aime ça. Il a des copains. Voilà. Bravo à toi. Qui ça se passe bien. Bravo. T'as déjà réfléchi à lui faire l'école à la maison ? Oui. Franchement, ça n'aurait pas marché. Je pense qu'une maman, ça cherche en permanence des solutions pour le bien-être de son enfant. Et ça a du mal à le confronter. Ouais, moi, on m'a parlé quand même d'hôpital psychiatrique à Paris. De me le retirer et de le laisser à l'hôpital avec un droit de visite, des choses comme ça, quoi. Ah ouais. Donc, j'aurais pas accepté ça, en fait. Et là, c'est complètement différent, quoi. Aucun rapport. C'est bien. Donc, bravo. Si un jour Édouard écoute ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Que je suis fière de lui. Franchement, je suis très fière de lui d'avoir surmonté tout ce qu'il a surmonté et d'arriver à retrouver cet équilibre qu'il a retrouvé dans cette école. Parce que franchement, il aurait pu être vraiment troublé par la stigmatisation qu'il a subie,
le rejet énorme. D'ailleurs, il est très interpellé par le handicap. Il parle beaucoup avec... Et du coup, ça fait de lui un enfant qui est interpellé par les différences et qui met à l'aise les gens qui sont différents, sont... que ça se voit ou non, en fait. Donc, je suis vraiment fière de lui et de ce qu'il a accompli. Et franchement, je le remercie du fond du cœur. Parce que je ne sais pas si j'aurais fait cette reconversion. Je ne sais pas si je serais venue dans le sud de la France. Si tout ce qui m'était arrivé ne m'avait pas poussée dans mes retranchements. Donc, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie jusqu'à maintenant, hein, mon fils. Voilà. Élise, merci infiniment pour cet échange qu'on a eu aujourd'hui, qui était très prenant, très intense. Merci pour ta sincérité. C'est ce que je dis toujours aux personnes parce que je pense qu'on ne se rend pas compte quand on écoute, mais l'exercice du podcast, c'est difficile de se livrer. Et j'ai de la chance d'avoir des invités incroyables qui à chaque fois le font avec beaucoup de sincérité. Donc je n'oublie pas et je te remercie infiniment. Je te souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. À toi, à Édouard, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser un petit like, un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous le savez, cela m'aide énormément à faire connaître ce podcast et donc à le faire grandir. Vous pouvez également interagir avec moi sur les différents réseaux sociaux où je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci encore pour votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.